Salut à tous, bienvenue dans le Grand Taux pour la première de l'année. Alors les voix changent, mais le concept reste le même. Nous autres étudiants sciences pistes confrontons notre regard acéré, hautement analytique bien sûr, à celui d'une personnalité du monde politique que nous recevons toutes les 2 semaines. L'interview se fait en 2 temps, avec une pause culture musicale que nous fera Madeleine tout à l'heure, et une conclusion incisive menée par Olivier, où l'invité est sommé de répondre au tac au tac. Alors je suis aujourd'hui en compagnie de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Camille. Pour l'interview d'Olivier Faure, député de Seine-et-Marne. Le Grand Taux. Sciences Po. Olivier Faure, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir pour notre première émission. Vous êtes député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Vous commencez votre carrière après des études de droit et de sciences politiques par un poste de collaborateur du président des lois à l'Assemblée nationale, avant de rejoindre une PME de haute technologie à Grenoble et d'en devenir le dirigeant. Vous rejoignez ensuite Martine Aubry au ministère du Travail en 1997 et vous participez donc à ses côtés à la mise en place des 35 heures, à la création des emplois jeunes, à la couverture maladie universelle. De 2000 à 2007, vous travaillez aux côtés de François Hollande, qui n'est pas encore président, mais premier secrétaire du PS, en tant que directeur adjoint de son cabinet. En 2007, vous devenez secrétaire général du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, aux côtés de Jean-Marc Ayrault, qui est alors le président du groupe d'opposition. Vous échouez dans le même temps à gagner la circonscription de Torcy à seulement quelques centaines de voix. En 2012, ça y est, c'est la bonne, vous êtes élu député de la circonscription de Sénart-Lemay. Et à l'Assemblée nationale, vous êtes désormais membre de la commission des finances et vous êtes le rapporteur spécial du budget infrastructure de transport collectif et ferroviaire. Alors nous aimerions partir de l'actualité de la semaine pour éclairer le positionnement de la gauche contemporaine aujourd'hui en France. Alors du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé cette semaine autour de la réforme des allocations chômage. Vous avez Manuel Valls, le Premier ministre, et Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui décident de remettre le sujet sur le tapis, sachant qu'il n'y aura pas de nouvelles discussions avant 2016, puisqu'on en a parlé récemment avec les partenaires sociaux, et qui disent qu'il faut lever les tabous et qu'il est temps de s'occuper des allocations chômage. De quoi parle-t-on quand on dit ça ? En fait, on souhaite rediscuter de la durée des allocations chômage, des modes d'indemnité et bien évidemment du montant. Donc vous avez ces sorties de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron. Dans le même temps, vous avez François Hollande qui décide d'apaiser le débat et qui dit écoutez, c'est pas le moment, on en parlera à un autre moment. Puis vous avez derrière M. Rebsamen et Paul Cherki qui nous expliquent que vraiment ce n'est pas le sujet et qu'il faut parler d'autre chose. Donc on a un peu 3 positions de la gauche. On a la gauche social-libérale qui enfonce des portes. On a la gauche un peu attentiste qui se décide de lancer des ballons d'essai, puis on verra bien ce qui se passe. Et puis une gauche un peu traditionnelle qui freine des 4 fers. Vous, comment vous vous positionnez dans ce jeu-là ? Moi, je ne joue pas déjà. Donc, je considère que c'est un sujet qui est effectivement extrêmement important. Mais donc, il n'y a pas de tabou. On peut parler de tout. Il n'y a pas, même là, c'est la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. C'est que il faut que le débat soit le plus libre possible. Et en même temps, sur le fond, moi, je suis de ceux que vous qualifierez peut-être d'archaïques. Mais en tout cas, je considère qu'on vient de signer une nouvelle convention pour l'assurance chômage, que nous mettons en place ce mois-ci à une innovation, puisque nous avons créé les droits rechargeables à l'assurance chômage, qui sont une puissante incitation pour les chômeurs à reprendre un emploi, puisque désormais, quand vous avez un emploi quand vous avez votre chômage, et que vous reprenez un emploi, vous le reprenez sans risque, puisque hier, vous aviez donc par exemple, accumulé 2 ans de droit au chômage, vous repreniez un emploi pendant 1 mois, vous étiez viré et à ce moment-là, vous aviez tout perdu. Cette fois-ci, vous pouvez revenir dans un emploi et vous avez conservé les droits que vous aviez acquis préalablement. Donc, c'est une façon de dire aux gens, mais écoutez, aujourd'hui, vous pouvez y compris prendre le risque de venir sur un métier qui n'était pas exactement le vôtre, dans une entreprise que vous ne connaissez pas, avec un contexte qui peut être sur le terrain économique un peu difficile pour l'entreprise qui vous embauche, mais vous le faites sans risque puisque vous ne perdez pas vos droits. Donc ça, c'est pour moi la meilleure façon d'aider celles et ceux qui sont aujourd'hui au chômage à reprendre pied. Maintenant, je sais bien qu'il y a un débat larvé depuis longtemps sur la question de la dégressivité. On l'a essayé la dégressivité dans les années 90, ça n'a pas marché, ça a même été pire que la situation actuelle puisque nous avions au contraire une incitation qui était moins forte au retour à l'emploi. Et puis nous sommes dans une situation de crise, donc quand on durcit les conditions d'assurance chômage, c'est parce qu'on considère qu'on a des gens qui sont
au-delà du chômage frictionnel, qui sont là et qui attendent un petit peu volontairement de reprendre le boulot et Vous qui croyez sont pas vraiment que ça pressés. existe, des gens comme ça, qui sont contents d'être chômeurs? Non, c'est exactement l'inverse ce que je dis. Je dis que Ouais. parce qu'on peut considérer que c'est parce qu'ils ne font pas l'effort de revenir dans l'emploi qu'ils sont au chômage. Dans une situation comme la nôtre aujourd'hui, on est exactement dans la situation inverse, où on a des gens qui sont au chômage longtemps et de plus en plus longtemps parce que justement, les offres d'emploi ne sont pas en nombre suffisant. Et donc, s'il fallait retoucher à l'assurance chômage, la vérité, et si on devait moduler l'assurance chômage en fonction des moments économiques dans lesquels on se trouve, on devrait raccourcir la durée d'indemnisation quand les choses se passent bien et la rallonger quand les choses se passent mal. Comme ça se passe plutôt mal en ce moment, il faudrait plutôt rallonger. Donc, je suis très loin de partager celles et ceux qui font des clins d'œil à une opinion peut-être dominante, mais moi je considère que quand on est effectivement chômeur aujourd'hui, on n'en a pas fait le choix. Et donc, pour quelques dizaines de milliers de fraudeurs, on ne va pas pénaliser plusieurs millions de personnes qui aujourd'hui attendent avec impatience de retrouver un job. Est-ce que pour vous, le vrai tabou, Monsieur Macron dit qu'il fallait lever les tabous, est-ce que pour vous, le vrai tabou aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas entre 5 et 9 millions de pauvres, suivant les estimations qu'on retient? C'est pas ça le vrai tabou aujourd'hui, plus que les gens qui fraudent les allocations chômage? Exactement. Je crois que c'est la vraie question. D'ailleurs, je trouve qu'Emmanuel Macron fait souvent de mauvais procès. Quand il parle de pauvres, quand il parle d'illettrés, il touche du doigt des réalités qui sont des réalités françaises. Et à force de parler politiquement correct, on en finit par oublier de traiter des questions qui sont pourtant essentielles. Et donc le vrai scandale, c'est effectivement le nombre de pauvres qui sont dans notre pays aujourd'hui. C'est les enfants pauvres, c'est les enfants qui ne viendront jamais à Sciences Po parce qu'ils n'en auront même jamais l'idée et parce qu'ils d'abord ils auront quitté l'école bien avant. Et donc c'est ces familles à qui on ne peut pas offrir même pas un confort et encore moins un destin. Et donc ça, effectivement, c'est le vrai scandale de la société française. Je voulais revenir avec vous sur la déclaration de Valls à Bologne, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'alternative à gauche. On a l'impression que c'est un peu comme un aveu d'échec, et ça fait penser légèrement à ce que Jospin avait dit au JT de France 2, rappelez-vous, en 99, l'État ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout, il dit même tout le monde admet le marché. Aujourd'hui, Valls plaide pour plus de pragmatisme et pour confronter le parti au réel. Alors le réel, qu'est-ce que c'est? C'est justement les entreprises, et où est le pouvoir aujourd'hui? Il est dans le marché, vous qui avez une expérience du privé, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Le pouvoir, il est partout. Et il n'est pas seulement dans les mains des politiques qui organisent en fait le marché, le régulent. Et puis après, il est effectivement aux mains de ceux qui ont la puissance économique, c'est une évidence. Et vouloir le nier, c'est C'est cynique quand même comme position. Pourquoi cynique? Non, c'est réaliste. En fait, moi, j'aime pas beaucoup ni les illusions, ni celles et ceux qui font rêver inutilement. Et donc, il faut admettre qu'aujourd'hui, le pouvoir, il est disséminé, et même c'est plutôt sain qu'il le soit. Il est d'ailleurs dans les pouvoirs, dans les contre-pouvoirs, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan intellectuel, dans tous les domaines. Et donc, pour en revenir à la phrase de Manuel Valls à Bologne, je crois qu'il a surtout voulu dire que la difficulté qu'il y avait aujourd'hui, c'est qu'on avait une gauche qui se veut bien pensante et qui n'offre pas d'alternative réelle, ni sur le plan politique, parce qu'elle n'a pas la capacité à trouver une majorité qui permettrait demain de conduire sa politique, mais même sur le plan économique, sur le plan social, elle n'a pas réussi à faire la démonstration de sa capacité à engager la France ou l'Europe sur une autre voie. Donc il faut faire avec les cartouches qu'on a. Et donc moi, ce que je sais bien qu'il y a un débat aujourd'hui sur les sociaux-libéraux, sociaux-démocrates, etc. Et on essaie de nous classifier. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que on est à chaque étape avec des armes qui dépendent d'un contexte, qui dépendent d'un rapport de force, qui dépendent d'une capacité à agir. Ça ne veut pas dire qu'on renonce forcément à notre identité, mais ça veut dire qu'à chaque fois, on s'adapte et on évolue et on réforme, on transforme au fur et à mesure. Et donc, vous avez des gens qui ont les mains pures, mais qui n'ont pas de bras, comme disait, je crois que c'est une phrase de Brecht, qui était en parlant de ceux qui prétendent toujours à la pureté, mais ont cette incapacité à agir en réalité. Vous pensez à Jean-Luc Mélenchon? Je pense à tous ceux qui, depuis plus d'un siècle, à la gauche de la gauche, donnent des leçons de sincérité, de vérité, de tout ce que vous voulez, et qui en même temps n'ont jamais produit la moindre conquête sociale. Les conquêtes sociales dans ce pays, elles sont essentiellement, enfin même
exclusivement lié à ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche du gouvernement, mais du Front populaire jusqu'à François Hollande, qui a obtenu les congés payés, qui a obtenu toutes les grandes conquêtes que nous connaissons aujourd'hui et qui font de notre pays un modèle social. Mais c'est un discours terrible, ce que vous nous dites, parce qu'il y a énormément d'époques où on disait aux gens qu'il n'y avait pas d'alternative, et oui, les choses ont changé. On peut penser à l'apartheid en Afrique du Sud. Qui aurait pensé il y a 20 ans qu'on ferait sortir Mandela de prison? Enfin, vous voyez, le discours il n'y a pas d'alternative est quand même très difficile à entendre. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a d'autres politiques possibles. Je peux même les détailler avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, à gauche, personne n'a une offre politique qui soit alternative à celle que propose le gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres idées qui existent et qu'à l'avenir, ils trouveront les moyens de leurs engagements. Mais aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'a aucun moyen de déployer sa politique. Et les frondeurs, c'est pas une alternative pour vous? Les frondeurs, d'abord, vous faites bien de dire les frondeurs parce qu'il y a autant de frondes que de frondeurs. Et donc, il y a même pas, ils sont même pas d'accord entre eux sur ce qu'il faudrait faire. Et on peut pas, et c'est ce que dit Manuel Valls, il dit, au fond, vous pouvez pas additionner des frondeurs, des écologistes, des mélenchonistes, des communistes, des alternatifs, etc. et dire que ça fait une politique. Ça fait pas une politique, ça fait des politiques. Et en ce sens-là, ils ne sont pas une alternative à ce que propose aujourd'hui la gauche plus réaliste avec Manuel Valls. Mais la gauche plurielle sous Jospin, ça fonctionnait? Pourquoi ça fonctionne pas aujourd'hui sous François Hollande? Mais ça fonctionne, ça fonctionnait, ça peut fonctionner encore demain en France avec François Hollande. Ça suppose simplement une chose, c'est que tout le monde accepte le cadre de discussion. Et sous Lionel Jospin, tout le monde acceptait malgré tout un certain nombre il y avait des éléments communs qui permettaient de se rassembler. On n'avait pas une partie de cette gauche-là qui considérait que le premier ennemi à abattre était d'abord la gauche. Vous sacrifiez l'État-providence à l'épreuve du réel. Non, je ne sacrifie rien. Je pense au contraire que ceux qui... Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Ou pas. Mais au début des années 80, vous étiez à peine né, ou peut-être même pas. Et donc, c'était le début des années Reagan-Thatcher. Et vous allez peut-être penser que, parce que c'était des gens qui étaient très à droite, adeptes de Milton Friedman, ils devaient avoir une politique sur le plan des finances publiques qui était une politique très rigoureuse. Eh bien, je vous renvoie à cette période et vous vérifierez que c'était au contraire une période où ces ultra-libéraux ont fait le choix au contraire de la dépense publique et ont fait le choix de laisser filer les déficits publics. Pourquoi? Parce que eux considéraient qu'après avoir fait la démonstration que les déficits publics étaient trop coûteux pour la collectivité, il faudrait privatiser, sabrer dans les services publics, faire en sorte de réduire le périmètre de l'État. Et donc, ceux qui, au contraire, doivent préserver l'idée d'une puissance publique qui peut venir soutenir ses concitoyens, ce sont ceux qui, justement, en font une gestion rigoureuse et donc montrent que c'est possible et que c'est possible sans coût excessif. Mais aujourd'hui, en France, on a un taux de prélèvement obligatoire qui est parmi les plus élevés d'Europe. On a des prestations, un état social qui est parmi les plus généreux d'Europe. On a une dette qui est maintenant presque à 100% de la richesse produite. Je pense qu'on est dans une situation où on peut quand même 2 secondes se dire que c'est pas forcément être un ultralibéral que de dire qu'on doit être rigoureux. Vous nous dites qu'il faut faire des efforts. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la discussion qui a lieu en ce moment entre Paris et la Commission européenne autour du budget français, qui a priori ne serait pas dans les clous, qui dépasserait de loin les 3% du PIB. Nous avions déjà été demandé un sursis en 2013, qu'on avait obtenu. Donc manifestement, cette fois encore, nous n'arriverons pas à tenir les 3%. Et on a Manuel Valls mercredi qui nous disait que la France était un grand pays qui n'acceptait pas les leçons de bonne gestion. Alors on nous a demandé de nous serrer la ceinture pour tenir ces 3%. On n'y arrive pas, on met ça un peu par-dessus l'épaule en disant écoutez, c'est pas grave, on y arrivera l'année prochaine, on y arrivera dans 2 ans. Où est la cohérence? Une fois on dit oui, tenons les 3%, mais si on n'y arrive pas, ne les tenons pas. On a du mal à comprendre la cohérence sur ces 3%. On les tient ou on ne les tient pas, ces 3%? Qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il y a une trajectoire.
Et donc, on est sur la trajectoire, on continue sur la trajectoire, mais par contre, on n'est pas obligé de marcher comme un marche forcée, justement. On peut arriver à avancer à la fois d'un bon pas, ne pas reculer, et en même temps refuser de courir. C'est pas tout à fait la même chose. Et ce qu'on défend aujourd'hui en Europe, c'est pas simplement le budget national. On défend l'intérêt général européen. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui au bord de la récession. Donc on a un continent qui est au bord d'une crise qui inquiète jusqu'au FMI, jusqu'aux Américains, qui considèrent que l'Europe peut devenir un problème pour le monde entier. Et on va, nous, continuer à considérer qu'il faut fermer les yeux. On a au contraire une obligation presque morale qui est de dire aux Européens, ouvrez les yeux justement. Et donc Arnaud Montebourg avait raison. Il est parti du gouvernement, mais il avait raison. Non, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que moi, je considère nous sommes d'autant plus forts à exiger de Bruxelles une évolution, une réorientation de la politique européenne, que nous tenons nous-mêmes, sur le plan national, une gestion rigoureuse. On ne peut pas demander aux autres de faire des efforts et de ne pas se les appliquer à soi-même. Et donc, c'est parce que nous faisons des efforts ici que nous pouvons demander à l'Union européenne de prendre le relais sur le plan de la relance. Mais vous comprenez qu'un chiffre ne fait pas rêver, c'est ce que disait Claude Barthelone dans son livre. Il est où le grand récit aujourd'hui de François Hollande ? C'est la place de la France dans le monde, c'est notre souveraineté, c'est de vivre mieux en 2017 qu'en 2014. Enfin, vous comprenez, là, ce que vous nous dites, honnêtement, ça ne réenchante pas vraiment les Français. Et puis, on a l'impression d'entendre ça depuis 15 ans. Je vais vous faire mon récit, je ne sais pas si c'est celui de François Hollande, vous lui demanderez. Mais moi, mon récit, il est simple. C'est que nous faisons face non pas à une crise, mais à une mutation. Un changement de modèle, vous diriez ? Un changement de civilisation ? civilisation ? Un changement de civilisation, je ne sais pas, mais une mutation profonde. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans le 21e siècle. Et ce 21e siècle, il est le fruit de la troisième révolution industrielle, puisque vous avez une première révolution qui alliait une matière première qui était le charbon avec une technologie qui était la vapeur, une seconde qui était donc matière première pétrole, technologie qui était l'électricité. Et là, vous avez depuis 20 ou 30 ans une matière première qui est le sable, avec une technologie, enfin le silicium, et une technologie qui est le numérique. Et cette technologie-là, elle a tout bouleversé. Notre rapport au monde, notre rapport aux distances, notre rapport au travail, notre rapport même, y compris aux relations amoureuses, tout a changé. Et donc, nous sommes dans un monde qui est devenu global. Et si nous ne pouvons pas admettre ce fait que, y compris cette mondialisation, a des conséquences positives mais aussi négatives, mais surtout que nous sommes aujourd'hui concurrencés par non pas seulement nos voisins mais par des gens qui sont à l'autre bout du monde, et que nous avons longtemps pensé que nous étions les meilleurs et que les ingénieurs sortiraient toujours des écoles françaises et que les ouvriers sortiraient toujours des écoles, sortiraient de la rue indienne, chinoise, brésilienne. C'est plus le cas. Aujourd'hui, les ingénieurs, ils sortent aussi de Chine, du Brésil, d'Inde, de partout dans le monde. Et donc, si nous voulons conserver notre avantage compétitif, si nous voulons conserver notre qualité de vie, ça suppose que nous soyons plus compétitifs à tout point de vue, et y compris que nous restions innovants et que nous puissions donc rester les meilleurs dans une compétition qui va devenir beaucoup plus difficile, mais aussi plus loyale, parce que les autres vont en train de nous rattraper. Donc, est-ce qu'on fait face à ça, ou est-ce qu'on se recroqueville sur un passé glorieux ? Le Grand O. Sciences Po. Bonjour à tous et bienvenue dans notre chronique culturelle. Donc, comme à chaque émission, nous vous présentons et analysons un morceau dont le contenu est politique et engagé. Donc aujourd'hui, nous traiterons de la mythique chanson du groupe U2, Sunday Bloody Sunday. Commençons par le contexte historique. Cette chanson a été écrite en 1983 et évoque la violence des conflits entre catholiques et protestants en Irlande du Nord. Les représailles étaient à l'époque incessantes entre les membres de l'IRA, les indépendantistes catholiques, et les protestants, qu'ils soient irlandais ou britanniques. La chanson fait notamment allusion à l'épisode du 30 janvier 1972, où lors d'une manifestation, 26 Irlandais furent tués par les soldats britanniques. Les victimes de cette répression n'étaient pas des activistes de l'IRA, mais des pacifistes, et c'est cela qui choqua à l'époque l'opinion publique. Le titre de celle que John Lennon écrivit juste après les événements. Mais la différence avec la chanson de U2, c'est qu'elle ne fait aucune allusion claire à ce conflit, ce qui lui donne une portée universelle. Prêtons désormais attention aux paroles. Bono, le chanteur, commence par un message pacifique, « We can be as one today », qui montre que la violence est inutile. Celle-ci semble néanmoins ne jamais cesser, et la chanson se pose comme un rempart à cette violence. Le chanteur se demande combien de temps encore il va devoir chanter cette chanson.
Les couplets suivants s'attachent à décrire les conséquences de la violence sur la population. Par exemple, Broken Bottles Under Children's Feet est une métaphore pour la façon dont les manifestations ont créé un climat de conflit dans lequel même les enfants sont baignés. Enfin, les derniers couplets deviennent plus intemporels. Ils évoquent l'attitude impuissante, voire insensible de l'opinion publique, dans laquelle le chanteur s'inclut. Quand le fait est fiction et la télé la réalité, nous mangeons et buvons alors qu'ils mourront demain. Il faut également évoquer l'aspect religieux de cette chanson. Deux vers sont en effet des paraphrases quasi exactes de l'Évangile selon Matthieu 10,35 et de la première épître aux Corinthiens 15,32. Je vous invite donc à aller les retrouver par vous-même et à m'envoyer les réponses sur le site de l'émission. Passons à l'analyse musicale. Il faut d'abord se pencher sur les évocations de la violence dans la musique. En effet, la caisse claire est très présente dans ce morceau avec un rythme obstiné. Elle évoque à la fois la musique militaire et les coups de fusil tirés pendant cette manifestation. Larry Mullen Jr., le batteur du groupe, s'était d'ailleurs mis dans une cage d'escalier pour l'enregistrement, ce qui donne à la batterie cette sonorité si particulière. Quant au violon électrique que l'on entend au début, il est plaintif et figure des hurlements. Il donnera une ambiance mineure, c'est-à-dire triste, à ce morceau quelque peu agressif. Le riff très violent à la basse installe un climat de permanente insécurité. Remarquons enfin que cette chanson rend hommage aux victimes irlandaises ainsi qu'aux racines irlandaises du groupe. Cet effet est produit par la présence du violon auquel un solo est accordé juste avant les paroles qui nous disent de chasser les larmes de nos yeux. Ce solo évoque la musique traditionnelle irlandaise, pas les rythmes et les gammes employés. En conclusion, on a avec Sunday Bloody Sunday un bel exemple de figuralisme musical. Quand les effets sonores sont au service des paroles, ils les renforcent et c'est ce qui a fait le succès de cette chanson. Maintenant, belle écoute, à très bientôt et surtout, restez engagés. Merci Madeleine. Olivier Faure, vous êtes un fan de U2 ? Un fan, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, ces événements, j'avais 3 ou 4 ans quand ils sont intervenus, mais c'est vrai qu'ils ont marqué ma génération. Et la première fois que j'étais en Irlande, j'avais été visiter le siège de l'IRA. Voilà. Il y a un très beau film qui s'appelle Bloody Sunday et qui raconte très bien cet épisode dont vous venez de faire le rappel. Ça vous parle, les chansons contestataires comme ça ? Oui. Ouais. Oui. Il reste en moi une part de rébellion et de contestation, je vous rassure. Je ne suis pas arrivé à gauche par hasard. Qui semble assagi quand on vous voit aujourd'hui autour de la table nous faire la promotion des 3%, je dois vous le dire. Je n'ai pas fait cette promotion. Je pense simplement que même les plus idéalistes doivent parfois se ranger à la réalité et qu'il n'y a rien de pire que les gens qui entraînent leurs concitoyens dans leurs rêves, mais qui ne savent pas les nourrir. Voilà, donc il y a des rêves qui se sont finis dramatiquement, et donc moi je préfère les rêves raisonnés qui permettent. Enfin voilà, la politique c'est pas seulement faire rêver, c'est aussi une responsabilité. C'est essuyer des illusions, c'est grandir. C'est grandir, effectivement. Il faut à un moment donné, c'est même sur la Révolution française avec Thermidor. Un jour, il faut grandir, effectivement. Il faut un jour apprendre que il faut arrêter la révolution et passer aux choses sérieuses, et parce qu'il y a un peuple derrière qui attend, et donc on ne nourrit pas les gens uniquement d'illusions. Vous pensez que le peuple de gauche, vous nous parlez de peuple, vous pensez que le peuple de gauche aujourd'hui a le sentiment d'avoir élu François Hollande pour la politique qui est menée aujourd'hui ? Par exemple, les 40 milliards qu'on donne aux entreprises sur le pacte de compétitivité, sans aucune contrepartie, vous pensez que les électeurs en 2012 ont voté pour une politique de ce type-là ? Je ne pense pas qu'ils avaient conscience au moment de voter pour François Hollande qu'on voterait un jour 40 milliards de baisse des cotisations pour les entreprises. C'est vrai. En même temps, je dis pour les entreprises, je n'ai pas dit pour les patrons. Parce que ce que nous faisons depuis 2 ans, c'est que nous avons alourdi la fiscalité sur les patrons, puisque là, qu'il s'agisse du rabotage des niches fiscales, du taux d'imposition désormais égal entre capital et travail, qu'il s'agisse du taux marginal de l'impôt sur le revenu à 45%, de la taxe à 75%, du rétablissement de l'ISF, on voit bien que nous avons
chercher, pour ceux qui gagnent beaucoup, à rétablir de la justice en prélevant davantage sur eux. En même temps, on a des entreprises qui sont avec des taux de marge parmi les plus faibles d'Europe. Donc si on veut sauver les entreprises, donc les emplois, donc des salariés, des ouvriers, des ingénieurs, eh bien, il faut aussi aider les entreprises de ce pays. C'est une ineptie que de vouloir opposer les entreprises à leurs salariés. Les entreprises, c'est tout le monde. Ce que disent les entreprises aujourd'hui, c'est pas que le coût du travail est trop cher. Ce qu'elles disent, c'est qu'elles n'ont pas de commandes et que c'est ça le problème. Et le pacte de compétitivité ne propose rien là-dessus. Le pacte de responsabilité et de solidarité propose à la fois des allègements pour les entreprises et en même temps réinjecte du pouvoir d'achat à travers une baisse de la fiscalité pour les ménages modestes, puisque en 6 mois, nous avons, même pas, depuis juillet, d'abord sur la loi de finances rectificative et maintenant sur la loi de finances initiale, nous sommes arrivés à une baisse de 4,4 milliards pour les 9 millions de ménages les plus modestes. Donc on essaie de marcher sur 2 pieds avec une partie offre et une partie demande. On vous surnomme souvent l'élu de banlieue proche de François Hollande. J'ai lu ça dans plusieurs articles. Ah bon, moi je ne savais même pas qu'on m'appelait comme ça. Très bien, par rapport à d'autres proches de François Hollande qui sont plutôt provinciaux, vous avez une circonscription qui est assez intéressante, qui couvre à la fois... C'est la plus belle de France. La plus belle de France, oui, j'ai vu ça sur votre blog. Qui couvre à la fois une partie très résidentielle, très pavillonnaire, une partie ville nouvelle et une partie avec une forte concentration de logements sociaux. Comment est-ce que quand on est député, comment est-ce qu'on peut gérer une circonscription avec tant de facettes différentes, puisque les intérêts quand vous êtes en pavillon, les intérêts en logements sociaux ne sont pas forcément les mêmes. Comment vous essayez de gérer toutes ces contradictions à l'intérieur de votre circonscription ? D'abord, c'est pas aussi contradictoire que vous pouvez le penser, parce qu'on est dans cette fameuse France périurbaine que décrit à coups de livres fracassants Christophe Guillouis depuis longtemps, et dont je partage une large part des analyses. On est dans une France qui est en réalité la France moyenne. Enfin, la France, on est avec des habitants qui sont entre un peu plus du SMIC et puis 2 fois le SMIC. C'est 2 fois et demi le SMIC. C'est ça l'immense majorité de ceux qui y vivent. Et donc, ils ont un parcours résidentiel qui a souvent commencé dans le parc social et puis qui s'est prolongé quand les enfants sont venus dans un pavillon qu'on a acheté à crédit pour longtemps. Voilà, donc c'est souvent la même population avec des âges différents et des étapes différentes dans leur vie, dans leur parcours. Et c'est vrai que c'est une France, cette fameuse France des pavillons qu'on a souvent moquée. La France des petits blancs, vous reprenez cette expression ? Non, je ne dirais pas la France des petits blancs parce que chez moi, il y a aussi autant de petits blancs que de petits noirs, de petits beurres et de petits jaunes. Il y a de tout. Et il n'y a pas ce réflexe petit blanc qu'on peut connaître aux États-Unis et qui est ce réflexe de se dire que quand on a tout perdu, il faut se maintenir au-dessus de la mêlée en rejetant celui qui est d'une couleur différente plus bas que tout. Donc il n'y a pas cette logique presque d'apartheid plutôt cette logique Ku Klux Klan qu'on pourrait connaître ailleurs. Il y a une logique plutôt de solidarité avec des élus de gauche qui depuis longtemps ont fait le choix de fédérer ces énergies plutôt que de les opposer. Et donc on a des communes qui ont de beaux résultats sur le plan y compris économique et de l'emploi et qui cherchent, c'est une ville nouvelle, alors on essaie d'installer là-bas une nouvelle vie. C'est une ville jeune puisque en fait Sénart c'est à peine 40 ans d'existence, donc on est parti de quelques bourgs de villages pour faire une ville aujourd'hui de plus de 100 000 habitants et donc on a là un exemple de réussite à la fois sur le plan urbanistique, sur le plan de l'intégration sociale. Venez voir. Très bien, c'est noté, on vous prendra au pied de la lettre. Donc pour vous, cette France moyenne, c'est cette France qui gagne entre le SMIC et le double du SMIC. C'est une définition économique. Non, c'est pas la définition. D'abord, il y a beaucoup de définitions de la classe moyenne, mais en tout cas, moi, ce que je disais, c'était, il faudrait regarder avec précision les chiffres INSEE sur ma circonscription, mais enfin, je pense qu'on est à peu près dans ces eaux-là. 50% de la France. Maintenant, ce que je dis, c'est que cette France-là, elle mérite d'être regardée avec attention, avec affection et pas seulement avec commisération. Et donc, ça suppose, y compris de comprendre leurs aspirations. Je prends un seul exemple, c'est que
Et pour prendre l'exemple de la gauche, puisque tout à l'heure je suis interrogé sur ma fidélité ou pas à ce que nous sommes depuis toujours, depuis Jaurès, eh bien, peut-être pendant longtemps, le logement social a-t-il été la réponse exclusive de la gauche à la question du logement. Eh bien, il faut aussi entendre l'aspiration de ces gens à dire qu'un jour, on veut quitter son HLM pour acheter son pavillon. Et qu'on a aussi le droit de transmettre quand on est pauvre, quand on est modeste, quand on est dans la classe moyenne, et que c'est pas une adhésion d'un seul coup aux idéaux de la haute bourgeoisie. On n'a pas le droit de refuser à ces populations-là ce qu'en général les gens qui parlent s'autorisent eux-mêmes. Et moi, je plaide depuis longtemps, par exemple, le fait qu'on puisse rendre la taxe d'habitation progressive, c'est-à-dire qu'on fasse en sorte que la taxe foncière, et que aujourd'hui, quel est le mécanisme? Quand vous êtes propriétaire, au premier jour, vous payez intégralement votre taxe foncière, alors qu'en réalité, vous n'êtes propriétaire de rien et c'est la banque qui est propriétaire à votre place en réalité. Et vous allez mettre 25 ans à la rembourser. Et donc moi, je pense qu'il faudrait faire en sorte que la taxe foncière soit progressive, c'est-à-dire que plus vous êtes propriétaire de votre maison et plus vous payez de taxes foncières. Et puis, un jour, vous la payez à 100%, voire même à 110%, puisque ce jour-là, vous n'avez plus de traite et donc vous êtes en capacité de payer davantage. Et donc, ce serait une façon à la fois de reconnaître cette aspiration et puis d'aider aussi les jeunes ménages qui s'installent et qui, d'un seul coup, quand ils achètent, se voient submergés par les dépenses nouvelles. Vous nous parlez de fiscalité. Alors, on aimerait bien parler avec vous un petit peu d'écotaxe. Donc, je rappelle ce qu'est l'écotaxe. On est parti du principe que les camions abîment beaucoup les routes et que pourtant, c'est toute la collectivité, donc y compris ceux qui ne prennent pas l'autoroute, y compris ceux qui n'ont pas de voiture, qui payent, et notamment les citoyens de votre circonscription qui, en général, habitent loin de Paris et qui vont souvent en voiture. On sait que Ségolène Royal a annoncé la suppression de l'écotaxe. Où est l'équité dans cette réforme? Est-ce que vous comprenez que ceux qui abîment le moins les routes doivent payer au même titre que ceux qui abîment le plus les routes? Qu'est-ce qu'on a fait là? On a cédé aux sirènes du lobby des transporteurs? Pourquoi est-ce qu'on a cédé sur l'écotaxe? Alors d'abord, là vous avez entendu que depuis hier, il a été annoncé que les transporteurs qui devaient initialement ne pas se voir appliquer l'augmentation du prix du diesel vont se voir appliquer une taxe de 4 centimes par litre. Donc cette fois-ci, ils sont aussi impactés. Et donc cette contribution va remplacer pour partie l'écotaxe. Bon, maintenant sur le fond, moi j'étais partisan du maintien de l'écotaxe. J'appartenais à la mission d'information conduite par Jean-Paul Changuet qui avait conclu donc au maintien de l'écotaxe. Voilà, donc Ségolène Royal fait une bêtise. Je ne dis pas qu'elle fait une bêtise, elle a fait un choix qui était certainement dicté par la forte conflictualité qui demeurait après l'épisode des bonnets rouges. Et donc, sans doute a-t-elle fait un choix de raison. Mais c'est vrai que, pour ma part, je ne me résigne pas au fait qu'on puisse faire supporter par l'ensemble des Français ce qui devrait d'abord être supporté par les transporteurs et également les transporteurs étrangers, puisque vous avez des transporteurs aujourd'hui qui, en fait, traversent notre territoire sans participer d'un seul centime aux travaux d'infrastructure. Or, vous le dites vous-même, les camions usent beaucoup plus vite la route. En gros, nous construisons des routes, non pas pour des voitures, mais pour des camions. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand le ballast, enfin tout ce qui est en dessous de votre couche goudronnée, il n'est pas fait pour faire passer un véhicule de tourisme, il est fait pour faire passer des camions. Enfin, c'est-à-dire qu'on rajoute 30% au coût d'une n'importe quelle route pour que ça supporte le poids d'un camion. Et quand un camion passe, il use 1 million de fois plus la route qu'une voiture. Donc, ça fait réfléchir. Et donc, le vrai coût du transport routier, il n'est pas seulement lié à l'achat du camion et au prix de l'essence, il est aussi lié aux infrastructures qui sont dédiées. Donc, la logique, c'est effectivement qu'il puisse payer. Et voilà. Et donc, le reproche qu'on peut faire à la formule qui a été trouvée pour compenser la fin de l'écotaxe, c'est que elle va frapper ceux qui prennent leur essence en France, mais vous allez avoir des tas de transporteurs qui prendront leur essence au sud, en Espagne, en Italie, et qui traverseront la France sans mettre une goutte de carburant, et donc qui ne paieront toujours pas un centime. Donc ça me paraît être une formule qui est une formule qui c'est mieux que rien, voilà. Mais c'est pas tout à fait encore ce qu'il faudrait faire. Justement, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une forme de campagne de communication qui provoque un tel tollé qu'on remet ça sur le tapis et qu'on peut en débattre enfin? Que voulez-vous dire par là? Que Ségolène Royal sait ce qu'elle fait, manifestement,
et que vous parlez d'un pis-aller en attendant quelque chose de mieux, mais que justement, en faisant de telles déclarations, elle permet de remettre le débat au goût du jour? On va le prendre d'aller comme de ça, l'avant. on va dire que c'est positif et que, enfin, moi honnêtement, bon, je respecte sa décision, mais je n'aurais pas abandonné l'écotaxe à sa place. Donc, Vous restez sceptique. je reste dubitatif. Qui va payer? Enfin, moi, j'ai une question très simple. On sait que si on abandonne l'écotaxe, on va devoir payer 1 milliard d'euros à la société Ecomove, qui était chargée de lever l'écotaxe au nom d'un contrat que l'État a signé. Et on devra également lui verser 450 millions d'euros au nom des recettes annuelles perdues. Ségolène Royal a dit qu'elle irait devant le tribunal administratif. Mais que vaut la crédibilité de l'État si, quand on n'est pas content, on rompt un contrat et on dit écoutez, c'est pas grave, on va aller devant le tribunal? Mais ce que je veux dire, enfin, la parole de l'État est importante. On ne peut pas s'en laver les mains une fois qu'on a signé un contrat. Laisser au juge administratif le soin de dire le droit et de dire à l'issue de ce contentieux ce que doit payer l'État. Je pense que je ne dirais pas plus parce que c'est un contentieux qui va s'ouvrir et donc je ne voudrais pas que vous soyez entendu par d'autres que les étudiants de Sciences Po et que ça puisse profiter à qui que ce soit. Donc je ne dirai rien, mais c'est vrai que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, parce que ce risque maintenant pèse sur l'État et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je pense qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'écotaxe. On parlait des lobbies des transporteurs. Moi, je voudrais vous parler des lobbies du BTP et ce qu'on a pu dire de Cécile Duflot. Alors Cécile Duflot, en 2013, met en œuvre la promesse du candidat Hollande en 2012 sur l'encadrement des loyers. Et elle nous explique dans son livre qu'elle est très vite douchée quand elle annonce ça en Conseil des ministres de François Hollande qui manifestement fait un petit peu la tête et trouve qu'on en fait un petit peu trop. Alors est-ce que vous comprenez qu'on reproche à une ministre de tenir les promesses du président? Ou est-ce qu'on a cédé au lobby immobilier? Est-ce que les volontés de François Hollande se fracassent contre le mur de l'argent? Je ne sais pas s'il faut parler du mur de l'argent, parce que c'est toujours... la vie démocratique, c'est aussi le dialogue avec des professionnels qui sont directement touchés par les mesures que l'on prend. Alors, je ne sais pas si en l'espèce, il fallait donner raison à l'une ou aux autres, mais ce que je veux dire de manière plus générale, c'est qu'on ne peut pas considérer que la démocratie, ce soit uniquement l'application stricte des programmes déposés chez notaire au moment de l'élection. Ça suppose aussi un dialogue démocratique permanent donc ça suppose de vérifier à chaque instant qu'on ne s'est pas trompé. Imaginez qu'on ait décidé, je sais pas, on aurait pu aussi dire qu'on allait embaucher 1 million de fonctionnaires de plus, et puis après on découvre la situation de l'État et on se dit 1 million de plus, ça veut dire qu'on part à la faillite, et on le ferait quand même. Donc ça suppose à chaque moment de se confronter à la situation et puis de se confronter aussi aux gens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire je l'avais dit, donc je le fais et peu importe les conséquences. Donc un programme de campagne, voilà, faut l'écouter, mais point trop d'infos, c'est ça? Les promesses n'engagent que ceux qui les entendent en fait. Ça veut dire que c'est toute la difficulté des campagnes électorales où effectivement vous avez toujours la tentation de faire, on en revient toujours au rêve, de faire rêver, et après un exercice du pouvoir qui est toujours plus mesuré et entre gris clair et gris foncé. Donc moi j'ai trouvé que la campagne de François Hollande était en réalité entre gris clair et gris foncé et que ses promesses étaient peu engageantes, si on veut bien faire l'effort de les relire dans le détail. Mais c'est vrai que, y compris les slogans, et le slogan de François Hollande, le changement c'est maintenant, a pu laisser penser à chacun à un changement dans sa propre vie, rapide, etc. Il n'y a pas de baguette magique. La politique, c'est pas... c'est du temps long. C'est le temps long, effectivement. En tout cas, ça devrait être le temps long. Ça ne l'est pas toujours. Malheureusement, c'est souvent le temps très court. Et même, j'avais écrit un bouquin il y a quelques années où je disais que c'était fascinant de voir à quel point la dictature de l'urgence était permanente en politique, à tel point que les 2 séances de questions au gouvernement s'appellent les questions d'actualité. Comme s'il y avait des questions d'actualité et comme s'il n'y avait pas des questions à poser aux ministres sur le moyen ou sur le long terme. Voilà, donc c'est vrai que ça doit relativiser tout ça et ça suppose, et c'est là où il faut maintenant certainement être assez imaginatif sur le plan institutionnel, ça suppose de maintenir ce dialogue avec les concitoyens pendant la durée d'un mandat aussi, et donc de ne pas se limiter à cette échéance démocratique tous les 5 ans ou tous les 6 ans selon les mandats. Donc il faut arriver à réintroduire du dialogue
avec les partenaires sociaux, ça c'est la démocratie sociale et c'est ce que l'on essaie de réhabiliter depuis 2 ans. C'est ce qu'on doit faire avec les ONG et toute la société civile organisée. Ça c'est le dialogue sociétal ou le dialogue, oui, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et puis il y a le dialogue citoyen et qu'il faut réintroduire. Donc là, il faut que chacun innove, recherche une façon de faire avancer ce dialogue qui doit être productif entre 2 échéances électorales. Très bien. Donc du dialogue, du temps long et des citoyens investis. On place la parole à Olivier. Le Grand O. Sciences Po. Olivier Faure, je tenais à vous dire avant de commencer que vous avez un très joli prénom. Oui, c'est vrai. Sur cette observation parfaitement subjective, je vais vous expliquer le concept qui est très simple, c'est spontanéité et vérité. En d'autres termes, pas de langue de bois pendant ma chronique, j'y tiens beaucoup. J'imagine que vous n'êtes pas contre un peu de sincérité en politique. Pas contre, d'ailleurs j'espère qu'avant même la chronique, j'ai fait preuve de sincérité. On laissera les auditeurs le décider. Alors allons-y. Première question, vous êtes membre titulaire du Haut Comité de la qualité des services dans les transports. On va donc le président, oui. On va donc se pencher sur ce domaine. Monsieur Faure, quel est le prix d'un ticket de métro ? À peu près, moi j'ai une passe Navigo annuelle, mais quand je paye le carnet de tickets de mes enfants, on est à peu près sur Paris Intramuros, ça doit être à peu près 1,50 €. 1,70 €. Oui. Et le prix d'un abonnement mensuel Navigo sur Paris ? Alors, sur Paris, je ne sais pas, parce que moi je suis en grande couronne, je peux vous montrer mon passe Navigo, il est dans la poche, mais il est à plus de 1 000 €. Voilà. D'accord. À quel parti politique français vous attribueriez chacune de ces lignes de transport pour ces mêmes spécificités ? Commençons, le RER A, qui est le plus fonctionnel, le plus rapide et le plus chic. Alors là, il faudrait le PS, forcément, mais enfin, je doute du fait que les qualificatifs que vous attribuez au RER A soient exactement ceux qu'utiliseraient ceux qui l'utilisent tous les jours. Disons que c'est la ligne la moins pire. Pour la prendre souvent, c'est la ligne la moins pire des autres lignes. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça, parce que c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe, et même peut-être du monde, et c'est une ligne qui est malheureusement, pour des tas de raisons d'ailleurs, parce que, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais elle est gérée pour partie par la SNCF, pour partie par la RATP, et c'est une ligne qui fonctionne assez mal en réalité, qui est souvent interrompue, et donc je ne suis pas sûr que ces usagers puissent la trouver chic. En tout cas, moi, j'ai utilisé la ligne RER B, qui est la ligne quand même des grèves hebdomadaires et des retards permanents. Quel parti politique pour cette ligne ? Je ne sais pas, le Front National. Front National. La ligne RER C qui va connaître des perturbations pendant 2 ans et demi suite à un accident sur une... Ça, c'est forcément l'UMP. La ligne de métro 1 qui passe par un grand nombre de monuments parisiens et qui symbolise donc l'attractivité parisienne et, par extension, en tout cas partiellement, l'attractivité française. L'attractivité française, quel parti aujourd'hui pourrait prétendre à cette attractivité ? En tout cas pour les monuments, peut-être le Parti communiste. La RCEA, la route Centre-Europe Atlantique, qui est la route la plus dangereuse et la plus meurtrière en France. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce sera celle du Front National. D'accord. Et du coup, la ligne RER B qui connaît des retards permanents ? Je vais être modeste, je vais dire que c'est celle du PS parce que c'est vrai qu'on est souvent en retard. Donc, on a malheureusement... Vous cumulez ligne A et B, d'accord. Voilà. Et la A86 qui est une autoroute qui tourne en rond. Peut-être le centre, parce que je trouve que depuis longtemps il tourne en rond et qu'on ne voit pas très bien où ils veulent aller. Oui. Maintenant, vous allez me donner un adjectif pour qualifier une personnalité politique, à commencer par Laurent Fabius, qui a été assez peu tendre avec vous sur l'amendement pour une contribution régionale sur les nuitées d'hôtel afin de financer les transports franciliens. Un adjectif ? Oui. Madré, je sais pas, ou qu'est-ce que vous voulez que je dise de lui ? Expérimenté, parfois pénible. Grand bourgeois peut-être. Très grand bourgeois peut-être. Il est d'extraction bourgeoise, mais... Il y a encore, il ne s'est pas totalement extrait du milieu bourgeois, Laurent Fabius. Oui, il est né dans une famille d'antiquaires, mais ce qu'on peut lui reconnaître, c'est d'avoir choisi, malgré sa condition première, d'avoir choisi la gauche, ce qui n'était pas forcément une évidence. Il aurait pu choisir la droite. Il y a un livre qui a été écrit, c'est la biographie d'Alain Juppé, et Alain Juppé lui demande ce qu'il va faire au PS, et Fabius lui répond « Ah, tu sais, les hasards de la vie ». Ouais, je sais pas, c'est des paroles apocryphes qui mériteraient peut-être d'être relativisées,
ce que je sais, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ont fait le choix de la gauche alors que rien ne les invitait à le faire au départ. Et je trouve que ce choix est d'autant plus, méritoire. Hein. Et donc, voilà, bon, j'ai pas toujours été d'accord avec lui dans ce parti. On a même souvent été opposés. Mais je lui reconnais à la fois une grande expérience, une qualité de jugement, même si parfois je trouve qu'il est un peu rapide dans l'exécution et pas toujours prêt à un dialogue fructueux. Voilà. Mais enfin bon, pour l'essentiel, je reconnais beaucoup de qualités. Arnaud Montebourg, qui est ancien ministre de l'économie. C'est un ancien ministre de l'économie. Ouais. Un adjectif. Un adjectif. Bon, remuant, brillant, parfois utile. Parfois. On notera le parfois, oui. Thomas Thévenoud, qui est revenu à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est un adjectif que j'ai envie de donner, j'ai surtout envie de dire quelle déception et quelle tristesse. Je ne sais pas comment le dire, d'abord parce que je connais Thomas Thévenoud depuis longtemps. On n'était pas des intimes, mais je le connais depuis longtemps. Je connais ses qualités. Maintenant, je connais ses défauts. Et donc, j'aurais préféré ne connaître que les qualités et j'aurais préféré ne jamais avoir à commenter le fait qu'un élu de la République puisse choisir de ne pas payer ses impôts. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'adjectif le mieux, c'est hypocondriaque ? Je ne sais pas si la phobie administrative est une maladie reconnue par la Sécu, mais visiblement, elle n'était pas qu'administrative, puisque ça s'étendait à d'autres domaines de sa vie privée. Donc voilà, je suis très triste pour cette histoire, parce que d'abord pour sa famille, pour lui, mais surtout pour ce que ça a représenté dans la tête des Français. C'est-à-dire qu'on a, après l'affaire Cahuzac, donné le sentiment que les élus pouvaient considérer qu'ils pouvaient s'affranchir des règles qu'ils fixent pour les autres. Et ça, c'est terrible. Nicolas Sarkozy, qui est candidat aux primaires pour la présidence de l'UMP cette année. Oui, l'éternel retour. Enfin, j'ai même plus envie de taper, franchement. Bon, d'abord, si je devais être très honnête, je dirais que c'était une bonne nouvelle pour le PS, que c'est le meilleur ennemi de la gauche, donc on a envie de le garder longtemps. Pour la France, j'ai plus de doutes, mais quel air de déjà-vu. Au bout de 15 jours, il y en a déjà marre. Donc, franchement, je pense que la droite peut faire mieux. Et justement, pour vous, Le Maire, Mariton ou Sarkozy pour les prochaines élections de l'UMP, lequel ? Juppé. D'accord. Et un adjectif pour qualifier Olivier Faure ? J'espère sincère. Voilà. Enfin, j'espère. Enfin, je pense l'être. J'espère que vous le percevez comme ça aussi. D'ailleurs, que j'ai beau être le porte-parole de mon parti, j'essaye de ne jamais être justement dans l'illusion, dans la langue de bois. J'essaie d'expliquer, d'être pédagogue. Je ne suis pas le roi de la petite phrase et je ne cherche pas le buzz. Je cherche juste à expliquer que les chemins sont parfois compliqués, mais que c'est la seule façon d'arriver. Vous parlez de buzz, il y a un livre qui a fait pas mal de buzz ces derniers jours. Si vous aviez le choix entre deux livres, Le suicide français d'Éric Zemmour ou Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler, lequel vous liriez ? Si vous en avez déjà lu, peut-être. Alors, j'ai déjà lu celui de Valérie Trierweiler et j'ai acheté ce matin celui de Zemmour. D'accord, donc les deux. Alors, celui de Zemmour, je ne l'ai pas encore lu. Je soupçonne son contenu, puisqu'on a déjà lu les bonnes feuilles et puis je connais le personnage. Je crains que dans les deux cas, il y ait beaucoup de dégoût à la fin. Mais plutôt que de parler de choses qu'on n'a pas lues, je préfère les lire avant. Et donc, voilà, j'ai lu celui de Trierweiler. Vous avez reconnu François Hollande dans le portrait que Valérie Trierweiler en fait. Elle en fait le portrait d'un homme très froid, qui s'occupe beaucoup de lui-même, qui est obnubilé par les sondages, qui ne gouverne qu'avec ses amis de la promotion Voltaire et qui n'a aucun ami qui dépasse les portes de l'ENA. Vous trouvez que c'est fidèle à l'image de François Hollande que vous en avez ? Ce serait presque fidèle si vous continuiez en disant que le fil rouge du bouquin, c'est de dire que lui, c'est tout ce que vous venez de décrire et elle, c'est le peuple. En fait. Alors, vous oubliez quand même, je trouve qu'au début de leur relation, elle dresse quand même le portrait d'un homme assez agréable. Ils ont l'air d'avoir été très heureux ensemble avant l'élection présidentielle. Donc, tout n'est quand même pas négatif au sujet de François Hollande dans ce livre. D'accord, et donc il aurait d'un seul coup basculé en élection présidentielle. C'était Mr. Hyde et Mr. Jekyll. Et donc, j'ai reconnu. Forcément, il y a des choses que j'ai reconnues de François Hollande, puisque en fait, j'ai passé 7 ans de ma vie avec lui tous les jours. Mais beaucoup de ce qui est raconté me paraît totalement saugrenu, y compris, vous pouvez raconter de n'importe qui. Comment dire les choses autrement ? Est-ce qu'un homme politique s'occupe des sondages ?
La réponse est oui. Quel est celui qui ne serait pas intéressé à sa propre popularité quand il accomplit un mandat qui suppose avoir l'adhésion du plus grand nombre? Donc oui, ça intéresse au sondage. Est-ce qu'il en est obsédé? Pas plus que les autres et pas moins non plus. Est-ce que ça doit le rendre méprisable? Je crois pas. Est-ce qu'il gouverne exclusivement avec sa promotion Voltaire? Ce serait beaucoup exagéré. Il y a beaucoup de sa promotion qui ne sont pas dans son cabinet ou pas dans ses ministres. Il y en a quelques-uns, ils sont 2-3 à effectivement l'entourer. Bon, quel est celui qui, accédant aux plus hautes fonctions de l'État, ne cherche pas à s'accompagner, à s'entourer d'hommes et de femmes en lesquels il a confiance totale. Donc là aussi, ça me paraît totalement saugrenu que de vouloir le lui reprocher. D'autres ont été accompagnés par des gens qui n'étaient pas d'une promotion commune à la leur, mais qui étaient des compagnons de route depuis 20 ou 30 ans. Ça s'est toujours fait. Bon, voilà, j'imagine que ce sera votre cas quand vous serez les unes et les autres président de la République, successivement. Et donc, voilà. Après, sa descendant me paraît, mais totalement... elle me paraît, je suis certain que cette histoire est absurde et que soit elle relève d'une mauvaise plaisanterie un jour, ce qui peut arriver à tout le monde, mais en aucun cas, je n'ai jamais entendu chez François Hollande le moindre mépris social. Ça ne correspond pas. Il a dit que ça ne correspond pas à l'engagement de sa vie, mais ça ne correspond même pas à ce qu'il est au quotidien. Je ne l'ai jamais trouvé méprisant avec qui que ce soit, ni avec ses collaborateurs, ni avec les gens qu'il rencontrait dans la rue, ni avec ses électeurs, ni avec les journalistes, ni avec... C'est pas du tout... C'est pas... voilà, Mais quand on veut... c'est tout le problème de ce bouquin, c'est que, vous savez... dans la communication, la qualité de l'émetteur est aussi importante que le message. Et là, en l'occurrence, je crains que les raisons qui ont justifié, poussé, motivé l'écriture de ce livre ne soient le livre tout entier. Voilà. À défaut de choisir un président, si vous deviez choisir un Premier ministre, Jean-Marc Ayrault ou Manuel Valls? Là, c'est difficile. Ça, c'est vraiment pas une question à laquelle je peux répondre avec beaucoup de sincérité. Moi, je suis ami avec Jean-Marc Ayrault depuis longtemps, depuis le moment où j'ai travaillé avec lui. Et donc, j'ai beaucoup d'affection pour l'homme et beaucoup d'admiration pour le parcours, pour ce qu'il a fait. Et j'ai essayé de l'aider quand il était Premier ministre. Et je connais Manuel Valls depuis très longtemps aussi, puisque il est celui auquel j'ai succédé à la tête des jeunes rocardiens. Donc voilà, c'est deux personnes au caractère très différent qui n'ont pas tout à fait la même façon de pratiquer la politique. Je dirais que le problème, c'est qu'il faudrait quelqu'un qui fasse la synthèse des deux. Existe ça aujourd'hui? Une synthèse de Manuel Valls du CAPES d'allemand et de la licence d'histoire matinée de communication avec Stéphane Fuchs. On a ça aujourd'hui ou pas en réserve? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de réserves, oui. D'accord. Voilà. Et enfin, si vous aviez le choix entre... Mais on ne peut pas résumer, je sais bien qu'on est à Sciences Po, mais on ne peut pas résumer les gens, leur parcours scolaire ou universitaire. Il y a aussi beaucoup après. Si vous aviez le choix entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen au second tour des prochaines élections présidentielles, le vote blanc n'est pas admis en réponse. Ouais. Et pourtant, il existe. Mais... franchement, c'est une question que je me pose, mais il va falloir 3 ans pour que j'y réponde, et j'espère ne jamais avoir à y répondre. Et j'espère que ce sera un deuxième tour qui opposera la gauche à la droite républicaine. Si ça devait intervenir, ce serait un cas de conscience que je n'ai pas encore résolu. Et voilà. Mais je pense qu'il me faudra longtemps avant de me décider, parce que... et pour la gauche tout entière d'ailleurs. Un remake de 2002 avec des gants? Non, j'ai pas voté avec des gants. Moi, j'ai voté sans problème pour Jacques Chirac, parce que je pense que la République mérite mieux que des pinces à linge pour se boucher le nez ou des gants pour ne pas se salir. Je pense que ce jour-là, il y avait un seul geste à faire, c'était de dire qu'on ne pouvait pas mécaniquement offrir par notre abstention un score au Front National qui lui aurait permis de se hisser tout de suite à un niveau qui était un niveau de crédibilité qu'il n'avait pas encore atteint. Aujourd'hui, la situation est très différente, puisque le Front National a malheureusement acquis non pas une crédibilité, mais une capacité sur le plan électoral qui excède de loin ce qu'était la capacité de Le Pen père. Et donc, voilà. Mais c'est la raison pour laquelle Manuel Valls, quand il dit
que le Front National est au propre du pouvoir. Peut-être a-t-il un peu dramatisé, mais réfléchissez bien au fait que si demain on devait avoir un deuxième tour qui oppose soit François Hollande à Marine Le Pen, imaginez ce que feraient les électeurs de droite qui seraient confrontés à ce dilemme. Iraient-ils voter François Hollande ou Marine Le Pen? D'après le sondage qui est sorti il y a quelques semaines ou quelques mois qui testait cette hypothèse-là, Marine Le Pen serait élue. C'est la preuve que le sas entre les Républicains et les autres a déjà craqué côté droit. Et inversement, combien seraient ceux qui accepteraient de voter Nicolas Sarkozy pour éviter Marine Le Pen, alors qu'il tient un discours qui s'est beaucoup buissonnisé au cours des dernières années. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on fait pour distinguer, dans ces cas-là, le bon grain de livret? Je ne sais pas. En tout cas, merci Monsieur Faure d'avoir participé à cette chronique tac au tac. Merci Merci Olivier à Faure. vous. Très bien. Ce sera le mot de la fin. On espère que vous avez pris autant de plaisir à être avec nous que nous à vous interviewer. Et nous oui. remercions tous les membres de l'équipe qui sont là. Donc Renan, Lucille, Maxime, Madeleine et puis nous-mêmes autour de la table. Au revoir. Le Grand revoir. O, Sciences Po.